Bonsoir, nous sommes le mardi 13 juin 2023. Vous regardez à l'air libre, l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Bienvenue au sommaire, l'affaire du fonds Marianne, où comment de l'argent public a été distribué à des associations censées lutter contre le séparatisme et produire un contre-discours républicain après l'assassinat du professeur Paty. Dans les faits, on en est loin, on en est si loin que la justice a ouvert une enquête, tout comme le Sénat et l'inspection générale de l'administration. À l'origine de ce fonds, la ministre Marlène Schiappa, dont le rôle est en question aujourd'hui. À l'origine de cette histoire, une enquête conjointe de l'hebdomadaire Marianne et de la chaîne France 2 avec une question toute simple. Quelles sont les associations financées par le fonds Marianne, créé pour lutter contre le séparatisme après l'assassinat de Samuel Paty, et quelles sont leurs actions? Très vite, les journalistes qui enquêtent, dont ceux de Mediapart, découvrent que l'argent, plus de 2 millions d'euros, a été distribué un peu n'importe comment. Antoine Rouget, Hélène Salvi, salut, vous êtes tous les deux journalistes à Mediapart et vous avez enquêté sur le fonds Marianne. Et nos deux invités, tous deux à des niveaux différents, ont pâti de la gestion de ce fonds et des idées qu'ils charriaient. Dominique Sopo, bonsoir et bienvenue. Vous êtes le président de SOS Racisme. Daniel Obono, bonsoir et bienvenue. Vous êtes député La France Insoumise de Paris. On va déplier les enjeux de cette affaire, à la fois en termes de dépenses publiques, mais aussi les enjeux politiques et de bataille culturelle. D'abord, une rapide question à nos deux invités. En un mot, comment qualifiez-vous cette affaire? Daniel Obono, en un mot, et vous expliquez. Déplorable. Parce que qu'il y a à l'origine de tout cela un drame terrible, une attaque terroriste qui conduit à la mort de Samuel Paty, à son assassinat, et énormément d'émotions, un trauma national. Et tout ça, en fait, est instrumentalisé et dévoyé avec ces manœuvres. Donc, je pense qu'il y a... Voilà. Dominique Sopo. J'aurais pu dire déplorable ou lamentable, mais puisque ça a été pris, je vais dire abusif, parce qu'en fait, on est quand même sur une utilisation des fonds publics qui est totalement hors cadre, et dans la lettre et dans l'esprit, avec des personnes qui, manifestement, étaient dans un sentiment de toute puissance, qui ont utilisé un drame. Moi, je suis enseignant, vous savez, quand on apprend qu'un de ses collègues a été décapité, ça fait quelque chose. Et venir utiliser un drame pareil pour rentrer dans une sorte de seringue, de délire, de sauvetage de la République tous les matins, en donnant des leçons à la terre entière, il y a là quelque chose qui est profondément choquant, lamentable, grotesque, avec quand même des gens dont je rappelle qu'on est sur des personnes qui vous expliquent qu'ils vont sauver la République. À la fin, ils rendent même douteux le prénom de Marianne. Franchement, c'est un exploit assez rare. Et je précise qu'aujourd'hui, une partie de la famille de Samuel Paty, je cite, s'est dite particulièrement heurtée par les récentes révélations concernant l'utilisation douteuse des subventions dédiées au fonds Marianne, estimant que le nom de Samuel Paty ne pouvait en aucun cas et en aucune manière être l'instrument de tels agissements. Alors aujourd'hui, la justice enquête, elle a accéléré ce jour même. Du coup, la journée a commencé comme ça. Mohamed Sifaoui, qui aurait dû se présenter ce jour devant la commission d'enquête à 9h dans le cadre des auditions relatives à l'affaire du fonds Marianne. Il s'avère que depuis 6h du matin, une perquisition est en cours à son domicile et donc en sa présence. Il n'est en conséquence pas possible pour celui-ci, et pour des raisons, vous en conviendrez, totalement indépendantes de sa volonté, de pouvoir honorer cette convocation. Voilà, donc le président de la commission d'enquête du Sénat qui annonce la perquisition chez un des principaux bénéficiaires du fonds Marianne, le journaliste Mohamed Sifaoui, plus de 300 000 € pour l'association qu'il préside, l'USEPM. Alors, je développe, Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Qui est-il, Mohamed Sifaoui, et de quoi est-il soupçonné? Alors, c'est un journaliste qui est extrêmement controversé, qui a une place dans l'espace médiatique qui est inversement proportionnelle à sa connaissance des sujets qu'il développe et à sa rigueur.
On a fait un long portrait, on a détaillé quand même le curriculum vitae de cet étrange personnage qui est régulièrement invité sur les plateaux de télévision, qui signe des articles dans le journal du dimanche sur les questions liées à l'islamisme, mais pas que, et qui est en réalité une forme d'escroquerie intellectuelle de ce point de vue-là. Et là, il est au cœur de cette affaire parce qu'on est passé des soupçons d'escroquerie intellectuelle à des soupçons de malversation financière. Et encore une fois, autour d'un cas extrêmement symbolique lié à l'assassinat du professeur Paty, et ce dont on a pris connaissance au fur et à mesure, notamment des auditions dans la commission d'enquête sénatoriale, c'est que il était intégré totalement au dispositif avant même le lancement officiel de l'appel à projet du Fonds Marianne. Ça veut dire qu'il était dans des rendez-vous avec Marlène Schiappa, avec son cabinet, en amont, et qu'il était l'inspirateur quasiment de ce Fonds Marianne avant d'en être son principal bénéficiaire. Et donc fléché pour recevoir des subventions quelque part. Oui, j'ajoute simplement à cette description, parce que ça aura son importance pour la suite, que Mohamed Sifawi est aussi connu pour être un proche de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, et c'est le cas aussi d'autres personnes qu'on va recroiser dans cette enquête. Justement, une autre perquisition a eu lieu aujourd'hui chez une figure importante de cette affaire, c'est le préfet Christian Gravel. Il a d'ailleurs démissionné récemment du CIPDR, décidément, donc le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Lui a joué, semble-t-il, un rôle important et il est aujourd'hui inquiété. Alors lui, il a joué un rôle plus qu'important parce qu'en fait, il dirigeait l'administration qui pilotait le Fonds Marianne, initié par Marlène Schiappa à l'époque où elle était la binôme, c'est comme ça qu'elle se qualifiait, de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Le préfet Gravel a été nommé par Marlène Schiappa en 2020. C'est quelqu'un qui est assez connu aussi pour avoir longtemps collaboré avec Manuel Valls et qui a pris la tête donc de ce CIPDR il y a quelques années et qui pilotait le programme de financement. Il y a eu un rapport donc, de l'inspection générale de l'administration qui est accablant à son égard, qui estime que l'appel à projet du Fonds Marianne n'a été ni transparent ni équitable. Oui, et d'ailleurs, dès la publication, la mise en ligne de ce rapport qui a été rendu public par le ministère de l'Intérieur, le préfet Gravel a annoncé sa démission du CIPDR. Alors, une autre perquisition, la troisième, a eu lieu ce matin chez la présidente de Reconstruire le commun, Arlam Menouni. Reconstruire le commun, c'est une autre association qui a aussi reçu beaucoup d'argent public, plus de 300 000 euros, 330 000 euros, pour produire donc un contre-discours républicain. Au final, cette association a aussi publié des contenus politiques. Voici quelques extraits. Franchement, ça vaut le coup de les entendre pour comprendre de quoi on parle. Tu votes Roussel, toi? Bah, j'ai bien aimé son côté saucisson pinard, mais ça s'arrête là, quoi. Ça reste un communiste. Dans ton bouquin, visiblement, ce que t'as fait, c'est que t'as mis sur un pied d'égalité Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, et ça, c'est pas une rhétorique qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias. T'as quand même des marketeurs qui te mettent sur des boîtes sans OGM, en mode c'est mal. Mais ouais. Comme si c'était On mal. a diabolisé des progrès techniques. Mais alors que c'est pas mal du tout. Et là, on va parler du PS, d'Hidalgo, de la propreté, de saccage Paris. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est encore pire depuis qu'Hidalgo est là et depuis que le PS saccage Paris? Et pourquoi est-ce qu'on en veut spécialement à Hidalgo? Je trouve ça anormal qu'un Mélenchon puisse citer comme il veut Trotsky, qui est quand même le plus grand inspirateur des camps nazis. Moi, j'en peux plus de ces meufs qui disent qu'il faut plus lire Badinter et Simone de Beauvoir parce que c'était des énormes fachos. Faut arrêter, on va pas passer de Badinter à Alice Coffin. Pourquoi ça pose problème que de l'argent public, dans le cadre du Fonds Marianne, ait financé ce genre de vidéos ? En fait, quand on regarde ces vidéos, ce qui pose problème, c'est pas tant qu'il y ait des jeunes qui soient au bistrot du commerce et qui racontent des inepties. Voilà, c'est pas en soi, c'est pas très très grave. En revanche, c'est de savoir que 330 000 euros d'argent public, encore une fois mobilisés après l'assassinat du professeur Samuel Paty, viennent financer ces productions audiovisuelles-là. Et il y a un autre problème aussi lié à ces vidéos, c'est qu'elles ont été diffusées à un moment politique extrêmement précis. Lié à la campagne présidentielle et aux élections législatives qui vont suivre. Donc on est autour d'avril 2022 jusqu'à juin 2022 et que ces contenus attaquent
frontalement des oppositions au pouvoir en place, à Emmanuel Macron. Donc on voit très bien que de l'argent public versé par le ministère de l'Intérieur via le CIPDR abonde une association qui n'avait aucune activité jusqu'alors, qui a été créée pour la cause et ensuite sert à produire des vidéos ciblant des adversaires politiques. On voit très bien qu'il y a un problème majeur autour de cela. Je vous vois acquiescer, Daniel Obono. On entend dans ce court extrait, mais il y en a d'autres, une attaque contre Jean-Luc Mélenchon, contre la gauche en général, mais Jean-Luc Mélenchon en particulier. Pourquoi c'est un problème, donc, ces vidéos en période électorale? Et parce que ça crée un amalgame qui est extrêmement problématique, d'autant que ce format-là était ciblé pour les jeunes. Enfin, c'est censé être un format détendu, où on parle librement, et donc un électorat en particulier qui est clairement ciblé, et où on instrumentalise, encore une fois sans le dire, sans le présenter. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder l'ensemble des extraits, mais il y en a qui sont quand même suffisamment marquants pour montrer clairement qu'il y a un biais et une instrumentalisation de ce format pour attaquer et donc en fait fausser le débat. La clarté du débat, des arguments est complètement faussée à partir du moment où l'argent public sert à cela. Mais moi, en tant que parlementaire, donc il y a cet aspect-là, et je pense qu'il est extrêmement grave, mais en tant que parlementaire, ce qui me choque aussi, c'est que après l'assassinat de Samuel Paty, le gouvernement a présenté un texte sur la lutte contre le séparatisme, qui avait donné l'occasion de beaucoup de débats, où nous, on avait fait un certain nombre de propositions, mais où il s'est avéré au final que c'est un texte qui a servi à contrôler les associations, y compris à faire perdre des libertés associatives. Et donc là, il y a un décalage complet entre la liberté, voire la licence qui est donnée à des structures qui, comme celle qu'on vient de voir, en fait, qui n'existaient pas, qui ne sortent de nulle part, que personne n'a contrôlé plus que ça, et la manière dont des associations qui sont parfois depuis des années, des décennies, qui font un vrai travail d'intérêt général, sont aujourd'hui, du fait du texte voté par le gouvernement, encadrées et voire contrôlées, voire réprimées, et qu'on met la question de leur propre subvention à le fait de signer un soi-disant pacte, accord républicain, je ne me rappelle plus, contrat d'engagement républicain, que certaines associations se sont vues enlever leur subvention. Enfin, on parlera de SOS Racisme, mais c'est dans le cadre d'un texte législatif où ils ont porté ces mesures, ils les ont fait adopter, ils les ont appliquées, et on voit comment c'est la géométrie variable absolue, et où on voit la manière dont l'argent public est dévoyé, et on laisse faire et n'importe quoi à des gens à qui on paye pour le faire. Et je trouve que ça, c'est particulièrement choquant en tant que parlementaire par rapport au débat qu'on a pu avoir au cours de ces mois. Et puis alors, il y a donc des associations qui n'ont pas reçu d'argent, mais qui étaient bien parties pour. La vôtre, Dominique Sopo, vous m'arrêtez si je me trompe, SOS Racisme avait donc candidaté lors de l'appel d'offres, l'appel à projet du Fonds Marianne. SOS Racisme était dans la shortlist des associations sélectionnées. SOS Racisme devait recevoir un peu plus de 100 000 euros d'argent public, et puis rien du tout. Et l'ancien directeur de cabinet de Marlène Schiappa a confirmé devant les sénateurs, et c'est une commission d'enquête, et mentir n'est pas une option, que la décision de ne pas vous donner de subvention a été prise par Marlène Schiappa. Voici comment il a formulé les choses. Nous avons sur cette association une réserve de la ministre en raison d'un historique de relations assez ancien, et par ailleurs, dans les jours qui précèdent ou qui suivent, à la fin du mois de mai, une mise en cause par voie de presse d'un membre de l'association vis-à-vis de la ministre, ce qui conduit sur ce point qui était un point de discussion important en comité de sélection, et qui relevait d'un arbitrage ou d'une confirmation par la ministre. Nous avons une décision de non-sélection sur cette association. Donc il y a bien eu, sur les décisions arrêtées en comité de sélection, pour l'un de ces lauréats, une infirmation par la ministre. Alors, si je traduis le langage de ce haut fonctionnaire, Dominique Sopo, vous avez critiqué la ministre et vous avez payé. Oui, tout à fait. Encore que quand on voit aujourd'hui où en sont les associations qui ont eu de l'argent du Fonds Marianne, j'ai envie de dire merci Marlène Schiappa. Parce que très honnêtement, ça devient quasiment un acte d'infamie d'avoir reçu de l'argent de ce fonds. Bon, et on comprend pourquoi au regard de toutes les révélations qui sont faites.
Donc, quelque part, je m'honorerais quasiment que Marlène Schiappa ait pris cette décision. Ceci étant, Marlène Schiappa, elle est membre d'un gouvernement. Elle n'a pas à utiliser l'argent public et ses fonctions pour être dans des règlements de compte personnels de bas étage. Donc j'ai effectivement critiqué Marlène Schiappa à plusieurs reprises sur des faits extrêmement précis, qui étaient notamment le fait que ce personnage, à plusieurs reprises, a fait de fausses annonces sur nos sujets, à savoir la lutte contre les discriminations. Elle a annoncé une fausse brigade antidiscrimination en 2019. Elle a annoncé un faux plan gouvernemental de lutte contre les discriminations. Et quand vous dites faux, vous voulez dire des annonces non suivies des faits? Écoutez, quand vous avez une ministre qui explique que, suite à une polémique autour du fait que le gouvernement n'avait pas rendu public le testing qu'il avait lui-même commandé, donc c'était début 2020, la presse s'agite, on dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi le gouvernement n'a pas rendu public ce testing qu'il a lui-même commandé? Marlène Schiappa, voyant qu'il y a une polémique, évidemment, rentre dans la polémique en expliquant, jeudi prochain, je réunirai, je ferai une réunion avec les associations pour présenter le plan gouvernemental de lutte contre les discriminations. Enfin, c'est quoi cette blague, en fait? Évidemment qu'il n'y a pas de plan. Évidemment que les associations ne sont au courant de rien. Évidemment que tout ça n'existe pas. Mais en fait, on n'est pas en train de rigoler, on est en train de parler de la lutte contre les discriminations. La lutte contre les discriminations, c'est pas un sujet pour que Marlène Schiappa fasse des tweets et pour qu'elle ait des likes sur ses réseaux sociaux. On est en train de parler de choses qui brisent la vie des gens. Donc on est sur des choses sérieuses. Donc oui, nous avons critiqué. Et en 2021, à peu près au moment, ce qui est dit à la fin de l'intervention de Sébastien Jallet, Marlène Schiappa explique que Audrey Pulvar était dans une réunion, dans une manifestation d'indigénistes dans laquelle elle disait tout le mal qu'elle pensait de la police. Il se trouve que c'était une manifestation que nous avions nous-mêmes organisée au moment de l'enterrement de George Floyd, où il y avait d'ailleurs une grande partie des leaders politiques, plutôt de gauche, qui étaient présents, des gens qui venaient se recueillir à la mémoire de George Floyd. Et voici comment Marlène Schiappa utilisait une image qu'elle avait trouvée pour venir stigmatiser une réunion antiraciste. Vous estimez que c'est de l'abus de pouvoir, ce qu'elle a fait sur cette histoire? C'est très clairement de l'abus de pouvoir. Quand on est ministre, on n'est pas là pour faire des règlements de compte personnels parce qu'on aurait telle ou telle personne dans le nez. Et c'est vraiment... Et pour ça, je reviens sur ce que je disais au point de départ sur la dimension abusive. Nous sommes sur des personnes qui sont abusives, qui utilisent leur pouvoir de façon abusive, qui sont dans des sortes de bulles avec un sentiment de toute puissance, où de toute façon, soit vous êtes avec eux, soit de toute façon vous devenez quelqu'un de douteux, vous devenez un idiot utile de l'islamisme ou des wokistes ou de je ne sais quoi d'autre, etc. Vous devenez des gens qui affaiblissent la République parce que eux, ce seraient les vrais défenseurs, de la République. Mais nous, la République, on la défend avec les belles valeurs de la République, en luttant contre le racisme, en luttant contre l'antisémitisme, en luttant contre les discriminations raciales. Et vous savez, puisque ce fonds a été initié suite à l'assassinat horrible de Samuel Paty. Il se trouve que nous devions intervenir dans la classe de Samuel Paty quelques semaines, après son assassinat. Bon, Samuel Paty, lui, savait ce que c'était que les valeurs de la République et le fait de lutter contre le racisme en faisant intervenir des associations telles que la Ligue des droits de l'homme également, qui intervenaient beaucoup dans ce collège, ou telles que SOS Racisme. Je remarque que ces deux associations, aujourd'hui, sont manifestement dans le collimateur de membres du gouvernement. Ce qui vous est arrivé pose la question de l'implication personnelle, concrète de Marlène Schiappa dans toute cette affaire. Hélène Antion, non seulement il y a donc cette intervention à propos de SOS Racisme, mais aussi une implication directe de son cabinet dans la sélection des projets. Oui, c'est ce que nous avons révélé au tout début de l'affaire, c'est qu'en fait, il y avait un comité de sélection qui s'est réuni. Il faut aussi comprendre que le fonds Marianne, c'est un fonds précipité. C'est-à-dire que tout s'est fait dans un laps de temps très très court. L'appel à projet, la sélection, et ensuite, assez étonnamment, et c'est d'ailleurs ce que pointe le rapport, les choses ont été plus lentement. Une fois que les fonds avaient été ventilés, tout le monde a pris un petit peu son temps. Donc on n'a pas bien compris la précipitation. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui n'était pas
connu jusqu'alors, c'est que dans le comité de sélection dont parle justement l'ancien directeur de cabinet de Marlène Schiappa, il y avait à minima 6 personnes, 3 personnes de l'administration dont le préfet Christian Gravel et 3 personnes du cabinet de Marlène Schiappa dont son plus proche collaborateur, donc son ancien directeur de cabinet. Ce qui laisse évidemment penser que Marlène Schiappa soit évidemment au courant de ce qui s'y tramait, d'autant plus qu'il était question qu'elle participe à la première réunion du comité de sélection et finalement pour des contraintes d'agenda, elle n'a pas pu y aller. Donc, si vous voulez, l'implication personnelle de Marlène Schiappa, qui a effectivement énormément communiqué en amont du fonds Marianne et sur son lancement, ne fait pas grand doute. C'est devenu un sujet au Parlement, Daniel Obono, puisque votre collègue de la France Insoumise, Aurélien Saint-Toul, a questionné, a interpellé le gouvernement aujourd'hui à l'Assemblée en demandant, semble-t-il, donc que Marlène Schiappa démissionne. En effet, nous Est-ce qu'elle doit démissionner selon vous ? Oui, très clairement. C'est une à ce stade, elle n'est condamnée de rien. Non, alors mais d'abord, premièrement, nous avions déposé très tôt une demande de commission d'enquête de l'Assemblée nationale, dès que nous avons eu connaissance des révélations de la presse sur ce sujet, en demandant, y compris que ce soit une proposition transpartisane. Et ça n'a pas été repris par les macronistes. Heureusement, le Sénat a eu cette initiative et effectivement, ça a permis de vérifier un certain nombre de choses et de confirmer, malheureusement, beaucoup de choses que la presse avait révélées. Et en l'état, et après la démission notamment du préfet Gravel, il semble que la responsabilité politique, quand on est en charge au gouvernement d'un cabinet qui exécute sous ses ordres, donc de sa responsabilité politique, encore une fois, je ne parle pas de la question judiciaire et de la question de la gestion des finances, mais sur un tel sujet, d'une telle importance symbolique et sur lequel le gouvernement lui-même a beaucoup communiqué, la lutte contre l'islamisme, la lutte contre les idées de radicalisation islamiste, être tellement prise en défaut politique amène à prendre ses responsabilités et à considérer qu'il y a eu une faute politique de commise, peut-être par négligence. Peut-être qu'elle n'a pas suivi de très près, mais tout de même, qu'elle soit incompétente ou qu'elle soit partie prenante des actions qui ont été commises, dans tous les cas, c'est sa responsabilité qui est en jeu. Et la moindre des choses, effectivement, c'est de démissionner, d'autant qu'elle est aujourd'hui en charge des associations. Enfin, c'est son poste. Et donc, comment croire qu'elle puisse comment croire qu'elle soit crédible et qu'on puisse sereinement lui confier des missions sur la question des associations, alors que ses propres anciens membres de cabinet disent qu'elle a été partiale et elle a participé à cette procédure pour le moins douteuse. Donc, enfin, c'est incompréhensible qu'elle ne se soit pas, y compris d'elle-même, mis en retrait et que le gouvernement, notamment par la voix de Madame Borne il y a quelques jours, lui renouvelle sa confiance. Alors, du bout des lèvres quand même, sa confiance. C'est-à-dire qu'on peut le voir à moitié plein ou à moitié vide, le verre. En tout cas, vous estimez qu'il lui renouvelle sa confiance. Quand on regarde, on peut aussi se dire c'est du bout des lèvres et on ne se précipite pas pour la soutenir au sein de la majorité. Non, pas du tout. De fait, moi, j'avais vu la réaction d'Elisabeth Borne au début, simplement par écrit. Et je me suis dit, ah tiens, c'est étonnant, cette façon de la soutenir sans nuance. Et ensuite, j'ai regardé la vidéo. Et effectivement, il y a beaucoup de nuances. C'est-à-dire que la Première ministre prend une profonde inspiration quand la question lui est posée. Ensuite, elle bégaye un peu et elle dit effectivement quand on lui dit est-ce qu'elle doit partir ou la question tourne autour de ce sujet, elle dit, elle cherche un peu ses mots. Elle dit je crois que c'est pas nécessaire et on entendrait presque derrière, mais bon, ce serait quand même souhaitable. Donc il y a une gêne claire. Nous, on a interrogé pas mal de monde au sein de la majorité et au sein du gouvernement. Sincèrement, je ne trouvais, et c'est la première fois dans toutes les affaires qui ont pu concerner un macroniste de près ou de loin depuis 6 ans, qu'elle fait l'unanimité, c'est
c'est difficile à dire, contre elle. Personne ne défend ça, personne. Enfin, vraiment, c'est même des gens qui lui étaient plutôt proches sont gênés aux encournures. Enfin, Et pourquoi ? Parce que c'est à la hauteur de l'attente et de l'investissement de ce gouvernement sur le séparatisme. Non, en fait, il y a plusieurs choses. La figure de Samuel Paty. Il y a plusieurs choses. C'est que d'abord, la première chose qui arrive comme argument numéro 1, c'est que c'est indéfendable. Pour toutes les raisons que vous avez invoquées, l'émotion que l'assassinat de Samuel Paty a provoqué, les raisons qui ont amené ce fond. Enfin, 1, c'est indéfendable. 2, c'est Marlène Schiappa. Et en fait, Marlène Schiappa, au sein du gouvernement, ça fait déjà très longtemps qu'elle agace beaucoup de monde parce que c'est une ministre qui communique énormément, qui la joue beaucoup solo, si je peux me permettre cette expression, qui a beaucoup d'initiatives personnelles, qui court-circuite souvent Matignon. Voilà, tout ce qu'on a pu voir ces derniers temps, Playboy, Hanouna, enfin je veux dire, c'est un mélange de communication qui se fait souvent au détriment de la politique et qui, évidemment, dans un collectif gouvernemental, ne passe pas très bien. Si vous permettez, je suis d'accord avec vous, et y compris dans les discussions que nous on peut avoir en tant que parlementaires avec des collègues macronistes, effectivement c'est le même registre. Par contre, je remarque tout de même que Marlène Schiappa a été reconduite avec le nouveau mandat. Elle était ministre co-secrétaire avec Darmanin. Elle a été reconduite parce que, il y a quand même une forme de fait de responsabilité collective, en sachant la figure qu'elle était, en sachant, y compris les responsabilités qu'elle avait eues. Je pense qu'il y a un problème de fond. Alors Marlène Schiappa a sa responsabilité, et nous on dit que elle doit les prendre, mais c'est un écosystème général sur ce débat, sur l'instrumentalisation de la question de la lutte contre l'islamisme radical, etc. Tout le gouvernement y a participé. Et d'une certaine manière, je pense que son sentiment d'impunité vient du fait que c'était l'atmosphère générale. Et on est dans un moment où, au prétexte et en utilisant l'émotion vive et le trauma de, pas simplement Samuel Paty, mais de l'ensemble des attentats, de cette menace, etc., tout le gouvernement, y compris venant des plus hauts sommets de l'État, a alimenté cette stigmatisation de telle association. Et encore une fois, ils ont fait voter un texte qui est, et ça, tout un collectif d'associations l'ont dénoncé, qui est un recul, en fait, par rapport à la fois à la loi de 1901 et la loi de 1905. Donc, je suis d'accord sur le cas Marlène Schiappa, mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt de ce que la Macronie a construit, y compris avec des collectifs comme le Printemps républicain. En fait, tout cet écosystème-là, ils les ont tous alimentés. En fait, je suis d'accord avec vous, d'autant plus qu'on on a écrit un papier sur le sujet ce week-end. Là, c'était pour expliquer en fait pourquoi là, l'affaire, peut-être par protection et par cynisme aussi, mais en tout cas, c'est l'affaire de trop à leurs yeux. Alors justement, derrière le fonds Marianne et sa raison d'être, il y a une vision donc politique de la société, de la laïcité, portée donc par la loi dont on a parlé sur le séparatisme, qui rencontre une myriade de personnalités gravitant autour du printemps républicain, un mouvement donc proche, on y revient, de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, myriade de personnalités qui s'en est régulièrement pris à vous et aux causes que vous défendez. Pourquoi, à votre avis, pourquoi tant de haine, mais comment vous expliquez à ce point qu'il y ait cette bataille contre ce que vous défendez ? Non, mais d'abord, je pense qu'il y a la réalité de ce qui s'est passé dans notre pays à plusieurs reprises, des attentats terroristes, de l'islamisme radical qui les a revendiqués et qui a créé, je pense, un trauma dont on est encore aujourd'hui et c'est réactivé. Et l'assassinat de Samuel Paty réactive cela. Et donc voilà, moi je pense que c'est un vrai sujet. Et il y a une vraie question de comment est-ce qu'on répond à ça, effectivement. Comment est-ce qu'on fait pour prévenir ça, pour lutter contre les dérives. Après, la question c'est quelles sont les réponses et comment c'est utilisé politiquement pour se prévaloir, et je pense que c'est là où moi j'ai vraiment un désaccord sur la manière de mener ce débat-là qui est légitime, mais on a un gouvernement, je pense, qui a trouvé dans cette question et autour des problématiques autour de la laïcité un peu le seul vernis de légitimation
qu'il pouvait avoir, après avoir mené la politique économique et sociale que l'on sait, extrêmement brutale et extrêmement régressive. La question de la laïcité est un peu devenue le vernis pour lui donner de la légitimité, et je crois que c'est là où le débat a été biaisé, parce que ça a été instrumentalisé à partir d'un vrai débat, de vrais problèmes et de vraies questions, pour légitimer un peu la Macronie et lui donner un supplément d'âme qu'elle n'avait pas. Et ce qu'on a qualifié donc nous les errements du macronisme, Hélène, sous votre plume avec Antione, finalement, je ne sais pas si on peut appeler ça des renoncements, mais en tout cas on est très loin de ce qui avait été annoncé par Emmanuel Macron lorsqu'il est apparu sur la scène politique. À mes yeux, c'est le principal mouvement qui a été effectué par Emmanuel Macron entre 2017 et 2022, et plus exactement entre 2017 et 2019, parce que la bascule, à mon sens, arrive à l'automne 2019, quand il donne ce grand entretien à Valeurs Actuelles sur l'identité, l'immigration et la sécurité. À partir de ce moment, donc on est 1 an avant l'assassinat de Samuel Paty, il y a déjà une dérive vers ce type de sujet. On a le sentiment, et il faut s'en souvenir, on est juste après les Gilets jaunes. On a le sentiment qu'en fait, il se raccroche à ce moment-là à quelque chose qui va pouvoir faire un peu diversion sur le sujet social qui a occupé tout le monde pendant des mois. Donc réarrivent les éternels débats autour du voile, autour des certificats de virginité, enfin d'autres émergent, la piscine, etc. Enfin, on a tout à ce moment-là. Et en fait, c'est un mouvement assez lointain sur lequel viennent se greffer des personnalités, et on l'avait aussi documenté à Mediapart, qui dès 2017 en fait tentaient de rentrer dans des histoires sans faire de complotisme aucun, mais d'infléchir un peu la ligne par des jeux de réseau, voilà. Alors qu'au départ, Emmanuel Macron, justement dans une opposition à Manuel Valls, contre lequel il était au sein du gouvernement de François Hollande, avait qualifié ces mêmes personnes de laïcistes sur le plateau de Mediapart en 2016, expliquait que le problème de Manuel Valls était qu'il était dans un combat contre un monothéisme, en l'occurrence l'islam. Enfin, il était allé très loin là-dedans, ce qui avait beaucoup fâché les valsistes et tout leur soutien. Et en fait, ces mêmes personnes, ce sont elles qu'on retrouve aujourd'hui dans l'affaire du fonds Marianne, qui en fait, au fur et à mesure que le temps et le premier quinquennat a passé, ont réussi à s'imposer dans l'écosystème macronisme et à y imposer leurs idées. Antione, et puis une dernière question. Oui, pour compléter, je pense qu'il y a une question de positionnement politique, d'espace, de création d'espace. Et on voit bien que, effectivement, à partir des Gilets jaunes, il y a eu tout un discours identitaire dans lequel se sont engouffrés ces personnalités-là, qui en fait depuis 2017 n'avaient plus d'espace, et le retour sur la scène politique et médiatique d'ailleurs de Manuel Valls après sa défaite, je ne sais même pas comment on peut la qualifier, à Barcelone, de tenter ensuite de revenir aux dernières législatives. Là, il refait encore des apparitions ces derniers temps. Donc on voit bien qu'il y a un besoin pour cette mouvance-là d'essayer de se raccrocher à Emmanuel Macron. Mais il y a aussi, c'est ce que montre l'affaire du fonds Marianne, c'est qu'il y a aussi un enjeu d'argent. C'est que en fait, 2,5 millions, les deux principales associations, aussi incompétentes soient-elles, ou en tout cas sans aucun historique sur les questions de radicalisation, etc., en fait, elles sont dirigées par des gens qui partagent totalement ce discours-là et cette vision-là de la laïcité. Donc l'une a quand même touché 355 000 euros, et Mohamed Sifawi, le journaliste dont on parlait tout à l'heure, proche de Manuel Valls, de cette mouvance-là, il a été rémunéré pour ça. Il a touché des salaires et ça. Donc il y a une question d'opportunisme politique, mais il y a aussi une question très basique de financement. Tout à fait. Dernière question. Donc, je précise que Mohamed Sifawi sera finalement donc entendu jeudi par le Sénat, et Marlène Schiappa, elle, doit être entendue demain, mercredi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette audition ? Elle a une difficulté majeure, c'est qu'elle va être auditionnée sous serment. C'est ça, on ne peut pas mentir. Elle n'a pas le droit de mentir, sinon elle peut être traduite et il peut y avoir un signalement aux autorités judiciaires. Ça s'est déjà produit dans des commissions d'enquête précédentes, notamment autour de l'affaire Benalla, etc. Donc il y a une forme d'habitude au Sénat. Et pourquoi c'est un problème pour Marlène Schiappa ? C'est qu'en fait, elle a livré une version totalement contradictoire avec les auditions précédentes, qui étaient elles aussi sous serment. Donc si elle reste sur cette version-là, ça veut dire qu'on est face à toute une série d'acteurs qui auraient menti, et Marlène Schiappa qui dirait la vérité,
ou l'inverse. Avec peut-être une petite option sur la deuxième version, parce que en fait la particularité quand même, et c'est ça aussi qui agace au sein de la majorité, c'est que le fonds Marianne, c'est le projet exclusif de Marlène Schiappa, et c'est elle qui s'est mise en avant à travers ce projet-là. Mais dès que les ennuis ont commencé, Marlène Schiappa a disparu et elle a fait quelque chose qui est assez mal perçu, y compris dans l'administration et la haute administration, et peut-être que les propos de son directeur de cabinet aussi sont liés à cela, c'est qu'elle s'est effacée derrière sa propre responsabilité à elle. Parce que pourquoi l'appel à projet n'a duré que 3 semaines, pourquoi le CIPDR a dû cravacher dans la sélection des dossiers, etc. En fait, c'est parce qu'il y avait un tempo qui était donné par Marlène Schiappa et exclusivement elle. Et donc, quand 3 ans plus tard, on se rend compte que, les impensés autour du dispositif et toutes les failles en fait qui auraient pu être colmatées en prenant le temps ont produit le scandale qu'on est en train d'avoir sous nos yeux, toute une série d'acteurs, y compris dans l'administration, disent mais c'est la personne qui est responsable, qui doit politiquement assumer ses actes, alors que sa communication ces dernières semaines traduit exactement le contraire, c'est-à-dire que Marlène Schiappa a dit oui, j'ai eu cette formidable idée au départ, mais après la gestion du fonds, c'est pas moi, c'est mes équipes, et donc voyez avec eux. Et elle arrive donc après la démission de Christian Gravel, les déclarations de son directeur de cabinet. Oui, Dominique Sopo. Moi, ce que je peux attendre, c'est qu'elle dise enfin la vérité, même si j'ai un petit doute sur le sujet, parce qu'en fait, le mensonge de Marlène Schiappa, ça abîme la République. Et donc, on verra demain si Marlène Schiappa préfère défendre la République, puisque manifestement, c'était sa grande œuvre avec le fonds Marianne, ou si elle sera dans la défense d'une réputation d'intégrité passablement écornée par les précédentes auditions. J'ai malheureusement une petite idée sur ce que cela va donner. Je pense qu'elle va essayer de se cacher une fois de plus de ses responsabilités. On verra ce qu'elle dira, mais au-delà de ce que dira Marlène Schiappa, qui nous d'ailleurs pourra nous amener à prendre des décisions sur le plan judiciaire. À ce stade, vous n'avez pas porté plainte ? À ce stade, nous n'avons pas porté plainte. Nous attendons les explications de Marlène Schiappa. Donc soit elle les donne devant le Sénat, soit elle aura sans doute à les amener devant un tribunal ou devant en tout cas la Cour de justice de la République, puisque c'est dans le cadre de ses fonctions de ministre qu'elle a eu ces comportements. Mais au-delà, je pense qu'il serait peut-être bien que l'on se rende compte de où mène la dinguerie de ces gens, en fait. C'est que ces gens, quand même, depuis des années, nous expliquent qu'ils vont sauver la République, qu'ils sont les héros à UTS les parangons de la République. Et on finit sur ça, on finit sur même le prénom Marianne qui est sali. Et moi, je mets au défi ces gens de nous expliquer, de nous présenter une seule personne qui, après les avoir entendus, ont davantage aimé la République, la laïcité, l'égalité, la fraternité ou la liberté. Moi, je peux présenter plein de gens qui, grâce à l'action des associations antiracistes, une fois qu'on leur a eu parlé, eh bien, ils comprenaient ce que c'était la laïcité, ils aimaient davantage la République, etc. Eux, en fait, ils ont même créé un désamour chez plein de gens de la République. Ils ont créé un désamour des beaux concepts émancipateurs de la République. Ça, c'est leur bilan. Et au-delà de la gestion de ce fonds, je pense qu'on est quand même sur l'histoire, non seulement d'une dérive éthique, mais aussi d'une dérive politique. Le dernier mot à Hélène. J'ai un tout dernier mot et qui rapproche et la politique et l'argent. Il y a eu une autre victime collatérale de toute cette affaire qui s'appelle l'Observatoire de la laïcité, qui était aussi ciblé par toutes les personnes dont on parle depuis le début de l'émission, qui a fini par disparaître en juin 2020. Non, je sais plus. 21. Depuis juin 2021, exactement au moment justement où était ventilé l'argent du fonds Marianne, on s'est replongé un petit peu dans le budget de fonctionnement de l'Observatoire de la laïcité. C'était 59 000 € par an. Or, les 4 salaires qui étaient versés aux personnes qui y travaillaient, contre 2 millions en fait. Et c'est un organisme gouvernemental qui a fait les frais de tout cet écosystème dont on parle et qui était pourtant énormément soutenu par les acteurs de terrain pour le travail qu'ils y menaient. Tout ça pour dire que cette histoire a fait beaucoup de victimes collatérales et a commencé par la défense des valeurs de la République. Merci à tous les 4.
Merci à vous de nous suivre. Cette émission est en accès libre. Elle n'est possible que grâce à vos abonnements. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous. Bonne soirée. Salut, à bientôt sur Mediapart.